Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors, Alors, il y a déjà des gens sur le chat. chat. Il n'y a pas un live stream tout de suite. Si, c'est là. Hello les gens, test. C'est aujourd'hui ou demain en fait? Non, c'est aujourd'hui. Bonjour, bonjour, salut. Ça dit que je ça marche, comment c'est pareil. Non, non, ça arrive, on est là. On attendait juste avant de commencer. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la dernière fois qu'on avait fait ça, le principe c'est de poser des questions dans le chat pour qu'on puisse faire la discussion ensemble et pas que ce soit complètement horizontal, c'est-à-dire nous on parle et vous faites rien quoi. Donc là c'est vous parlez, on parle et puis on discute de tout ça. Par contre, t'as un gros retour qui défonce les oreilles. Oui, alors on a Benoît par Skype et à mon avis c'est lui qui fait un. Benoît, tu peux baisser le son ou mettre des écouteurs, je sais pas, parce que c'est vrai qu'on entend en écho. T'entends en écho? Ouais, on s'entend en écho avec toi là. Voilà. À cause de Skype, hein. Ouais, faudrait que tu, je sais pas, mettre des écouteurs ou baisse le son. Je vais essayer. Voilà, normalement ça devrait être bon, non? Ok, voilà, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, il y a plus d'écho. Ouais, donc dites-nous si la qualité et le son ça va bien. On a comme la dernière fois, on a Benoît par Skype avec parfait. On a Benoît par Skype sur mon iPad qui interviendra le long aussi de l'émission. J'essaye de récupérer. Tu peux te dire ça? Donc oui, ça serait bien pour arriver à faire passer le message, etc. au maximum de monde. Si vous aimez bien l'émission, si vous aimez bien ce qu'on dit, etc., diffusez sur Facebook, sur Twitter et autres. C'est comme ça qu'on arrivera à avoir un petit peu de monde et essayer peut-être de battre le score de la dernière fois. Donc j'ai diffusé le lien via quelques endroits sur Facebook, mais si vous pouvez faire sur votre compte ou sur Twitter, etc., ça serait super cool. Par contre, on va commencer bientôt, mais là j'essaie de diffuser le lien. On définit un hashtag pour tweeter sur l'émission. Tout simplement débat liberté, comme le même nom que l'émission. Donc faites ça en un mot, débat liberté en un mot. Ouais, ça peut être un bon hashtag, à mon avis ça correspond à l'émission et je pense pas qu'il soit utilisé par d'autres personnes, donc voilà, vous pouvez utiliser celui-ci. Et sinon, voilà, j'ai diffusé le lien et partagez-le sur Facebook aussi, c'est ce qui marche le mieux. Et sinon, on va commencer. Hein. Donc comme la dernière fois, on va faire d'abord sur la politique américaine et Ron Paul et tout ça. Et en deuxième partie ensuite sur la politique française, et dans les deux cas il y a quand même pas mal de choses à raconter, donc je pense que ça va être intéressant. Donc par rapport à la campagne américaine, donc on a eu des primaires là récemment, c'était dans l'Illinois les dernières. Benoît, tu me corrigeras si j'ai faux, mais c'était bien dans l'Illinois. Alors, oui, le dernier c'était l'Illinois, donc c'était le mardi, le 20 en tout cas. C'est ça, ouais. Donc je pense que la dernière fois on s'était quitté, on venait de passer l'Alabama et le Mississippi, je pense. Et donc on a eu le Missouri également. Ouais. Et on a eu donc l'Illinois dans lequel Romney a gagné quand même un peu plus largement que ce qu'on pouvait penser au début. Ouais. Donc il a gagné avec plus de 10 points d'avance, 46% il avait et Santorum 35. Donc ça c'est le premier enseignement, c'est que quand même Romney repart un peu en tête, même si là en Louisiane qui se passe ce soir, on s'attend à une défaite de sa part. Et deuxième enseignement, il y a quand même Gingrich qui s'effondre un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais, il a fait un moins bon score que Ron Paul. Hein, Ouais, il a fait 8%. Il a fait 8% et Ron Paul a fait 9%. Et a fait 9,5. Donc ouais, j'ai entendu, il y a c'est vrai que il y a de plus en plus de rumeurs comme quoi Gingrich va arrêter, ou il y a des pressions pour ça, etc. Donc ouais, ça se précise de plus en plus, ça. Ouais, c'est un peu difficile pour leur campagne. Ouais.
Bah, sachant que bon, Ron Paul il gêne pas grand monde, hein, parce que bon, Santorum il a pas du tout le même message, ou ça attire pas vraiment les mêmes personnes. Alors que là, pour Santorum, il sent quand même que les quelques pourcents, les 8% ou les 10% qu'il peut avoir de Gingrich, ça peut peut-être avoir un impact. Donc il y a quand même ouais, tu penses que le vote de Gingrich, s'il venait à arrêter, pourrait se rabattre sur Ron Paul, une partie, hein, ouais. Bah, a priori, normalement, une grande partie, ouais, mais bon, après, rien n'est sûr, hein, le report des voix, c'est toujours, dans toutes les élections, c'est hypothétique, hein, donc, je sais pas, mais bon. Gingrich, il a quelques vues qui se rapprochent plus ou moins de Ron Paul, notamment sur la Fed. C'est un des rares, à part Ron Paul, à en parler. Je sais qu'il veut au moins comme Ron Paul, il veut un audit de la Fed, je sais qu'il en parle. Ouais, donc, il a dit clairement dans un débat qu'il voulait faire virer Ben Bernanke. Ouais, mais alors ça, lui, il est clair. Ouais. Même Romney a dit, hein, qu'il voulait virer Bernanke, si c'est pour le remplacer par un autre. Romney, il a dit ça. Ouais, il me semble, hein. Il me semble qu'il a dit. Précédemment, il disait que non, il fait un bon travail, il y a pas de problème. Oui, c'est ça, oui. Il y a 1 ou 2 ans, il disait il y a 2 ans, il disait, oui, il fait des super boulots, etc. Mais je crois qu'il y a pas très longtemps, il a dit qu'il voudrait changer, Bernanke. Mais, enfin, fondamentalement, si c'est pour le remplacer avec un autre keynésien, qui imprime des billets à tour de bras, bon, je ne pas beaucoup d'intérêt, quoi. D'ailleurs, en parlant de Bernanke, je sais pas si vous avez vu, il y a eu une d'un hebdomadaire avec Bernanke, the hero. Wouhou, Bernanke nous a sauvés. C'est assez incroyable, comme quoi, oui, grâce à lui, l'économie américaine va beaucoup mieux et sans lui, tout serait fondé, etc. Ouais, c'est assez comique par rapport à l'arrêté des choses où c'est la Fed qui a largement causé la crise de 2008 et qui aujourd'hui est en train de créer une nouvelle bulle, qui a créé la bulle qui a mené à la crise de 2008 et qui est en train de créer une nouvelle. C'est assez comique de dire que Bernanke est notre héros. Voilà, et donc pour les primaires, donc c'est quoi les primaires à venir là bientôt? Bah donc on en a ce soir la Louisiane, c'est un des plus importants. Tu peux te rapprocher, on t'entend mal là. Là c'est mieux. Donc Louisiane, il y a 46 délégués, il me semble. Donc c'est ce soir. Et après, il y en a encore beaucoup qui arrivent. Ouais. Il y a Washington DC, District of Columbia, qui arrive le 3 avril sinon. Ça reprend, là il va y avoir un petit break, ça va reprendre le 3 et après il y aura encore un gros break, ça sera en fin avril. Et ça va continuer encore jusqu'en juin, hein, donc de toute façon, on a par exemple en fin mai, on a le Texas, c'est un des plus gros, hein, je pense, il y a 150 et quelques délégués, donc je crois même que c'est le plus gros en termes de délégués, donc il y en a encore beaucoup et même si les calculs en termes de délégués ne sont pas toujours très scientifiques, Romney est encore un petit peu loin. Je crois qu'il a à peine dépassé la moitié, donc ça reste encore d'actualité et Santorum peut toujours revenir. Ouais. En tout cas, rien n'est joué pour le moment. Ouais. Donc oui, ça c'est cool. Continuez à commenter, etc. On lit toujours au fur et à mesure. Grâce au Q, le prix des matières premières en Europe a moins flambé, c'est déjà ça, ouais. Est-ce que c'est ouais, est-ce que c'est lié? Je sais pas. Non, ça a moins flambé, je sais pas, mais en tout cas ça a beaucoup flambé là-bas et ça flambe aussi ici parce que quand on fait son plein d'essence, on fait son plein d'essence, on voit que ça augmente tous les jours. Donc le quantitative easing, on le fait aussi malheureusement en Europe. Hein. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas les termes techniques, le quantitative easing, ça consiste tout simplement à imprimer des billets et les distribuer, l'argent gratuit, etc. Donc, et c'est de ce dont nos banques centrales sont fans. C'est pas lui un héros, mais ça amortit le prix. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça justement, c'est fondamentalement les quantitative easing de la banque centrale qui font monter les prix de l'essence. À ce propos, j'ai une vidéo qui tombe très bien où Ron Paul explique ça parfaitement sur ce sujet-là. Donc, je vous propose de la passer et on en reparle tout de suite après. And really what pocketbook issues people want to hear about. So let me get your take on the price of oil and gasoline. Very high levels right now. As president, what would you do to keep prices contained?
quit inflating the currency, just quit debasing the currency. The other day, you know, when Bernanke was before the committee, we talked about the price of gasoline. I said, well, in terms of a silver dollar that I held up, I mean, it only costs a dime. So it's the money that's going bad. It isn't the sound currency. Prices are actually going down. So you have to quit the spending. You have to quit allowing the Fed to monetize debt. You have to change this whole philosophy that you get out of a debt crisis by having the debt increase exponentially worldwide. That to me is crazy talk. And then they say, why are prices going up? Well, they're going up mainly for the monetary reason, but they're also going. Voilà, donc là, comme Ron Paul l'explique très bien, et là-bas ils ont la chance d'avoir lui qui l'explique, c'est bien la Fed qui, en imprimant de l'argent, fait monter les prix du pétrole. L'augmentation vient aussi du fait que pas mal de monde remplit les cuves de fuel en cette fin d'hiver et ça va pas s'améliorer avec le départ en vacances quelques mois. Ça c'est chaque année ça. Je reprends toujours l'exemple de ma petite pièce de 1 franc. Ça c'est une pièce de 1 franc de 1920. Et cette pièce en fait de 1 franc, elle vaut 3,30 €. Pourquoi elle vaut 3,30 €? Parce qu'il y a de l'argent métal dedans. C'est de la vraie monnaie. C'est pas des billets qu'on imprime comme ça à partir de rien. Et donc plus on imprime de billets, plus les prix augmentent, c'est mécanique. Plus il y a de billets, il n'y a pas plus de biens, mais comme il y a plus d'argent en circulation, les prix augmentent. Et ça, c'est l'inflation. Et c'est le principal problème de l'augmentation des prix, c'est ça, c'est la création de billets à partir de rien. Et ça, en France, en Europe, personne ne le dit, mais aux États-Unis, là, comme je viens de le montrer avec la vidéo, il y a Ron Paul qui en parle. Je parlais pour l'Europe, le KIU influe sur l'eurodoll, mais amortit le prix en euros du pétrole dans un premier temps. C'est-à-dire, en fait, oui, que la Banque centrale américaine, en faisant de l'inflation, baisse le prix du dollar, et donc nous, comme on achète le pétrole en dollars, ça fait du pétrole moins cher. Ouais, c'est quand même bien relatif, et en Europe, pareil, on a quand même les prix du pétrole qui augmentent, parce que la BCE, elle fait exactement pareil que la Fed, voire pire, avec Mario Draghi à la tête de la BCE, les planches à billets, ça tourne, D'ailleurs, on le voit, hein, ce qui fait l'augmentation du pétrole ces derniers temps, enfin de l'essence ces derniers temps, c'est vraiment la baisse de l'euro. C'est-à-dire que, effectivement, comme on achète notre baril en dollars, l'euro a beaucoup baissé, et donc c'est pour ça que les prix augmentent. Mais je vous le rappelle, avec cette petite pièce de 1 franc, vous pouvez vous acheter 2 litres d'essence. Qu'est-ce que vous pouvez vous acheter aujourd'hui avec 15 centimes d'euros, qui est l'équivalent de cette pièce? Rien du tout. Voilà. Très bien. Si on a fini avec ce sujet-là, pour revenir aux délégués, qu'est-ce qu'on peut espérer des délégués pour Ron Paul dans ces prochains temps? Bah, déjà, il faudrait avoir une estimation correcte du nombre qu'il a actuellement. Et là, oui, c'est-à-dire que le nombre de délégués, il y a beaucoup de médias qui en parlent, qui diffusent des chiffres, etc. Mais c'est que des approximations, c'est des estimations, parce que le nombre de délégués, on le saura le vrai nombre pour chaque candidat que très tard, en fait, c'est ça. Bah, on le saura le jour de la convention quasiment, parce que en attendant, par exemple pour l'Iowa, qui a été pourtant le premier, les délégués sont pas encore, on sait pas encore le total gagné par chacun. Bon là apparemment les choses se passent bien du côté de Ron Paul, mais bon on n'a pas de confirmation sur le nombre gagné de chacun. Donc par exemple les premiers ça se base sur 8, il me semble 8 gagnés par Romney, 8 gagnés par Santorum et 8 gagnés par Ron Paul. Mais ça pourrait très bien changer, on sait pas qu'est-ce qui va arriver exactement. Donc pour ça pour chaque primaire, donc on sait pas déjà le nombre qu'il a, et après sur les prochaines primaires on verra. Mais il y a un autre élément qu'on peut prendre en compte dans cette équation, c'est le fait que même s'il y a des délégués qui sont liés à Romney ou liés à Gingrich, etc., qui à la convention au moins au premier tour devront voter pour le candidat avec lequel ils sont liés, si il y a ce qu'on appelle une brokered convention, c'est-à-dire une convention où au premier tour on ne sait pas qui a gagné, et personne n'a le nombre de délégués suffisant pour gagner dès le premier round. Dans ce cas-là, il y aura un nouveau round, et à ce nouveau round-là, les délégués voteront pour celui pour qui ils veulent voter, en fonction de leur propre conviction, et non pas en fonction du vote de l'État dans lequel ils ont été élus. Et donc, dans ce paramètre-là, étant donné que Ron Paul a quand même placé beaucoup de monde dans les différents délégués dans chaque comté et chaque État, rien n'est joué, et il se peut que Ron Paul gagne beaucoup de délégués. Il y a beaucoup de fans de Ron Paul et de supporters de Ron Paul qui se basent sur ça pour dire rien n'est perdu pour Ron Paul. Si on arrive à une brokered convention, et bah Ron Paul a sa chance.
Et c'est exactement la logique que suit pour l'instant, enfin en tout cas que semble poursuivre l'équipe de Newt Gingrich, parce qu'en fait il semble qu'il reste dans la course aussi pour ça, en s'attendant que peut-être Romney n'aurait pas les 1144 délégués, et que peut-être que avec un accord il se rallie derrière Gingrich. C'est pas exclu totalement, mais donc c'est vrai que pourquoi pas, il se dit qu'il n'aura jamais le nombre de délégués, mais on va dire que sur un malentendu ça peut passer. Ouais. Ouais. Mais Greenwich, enfin c'est quand même de plus en plus tendu pour lui. Autant Santorum et Romney, ça va, ils avancent toujours, etc. Ils ont toujours là, une bonne base. Autant Greenwich, c'est vrai que ça commence à devenir difficile. Bah, surtout que c'était censé être un petit peu son moment là, parce qu'avec les États du Sud, il avait quand même tout misé là-dessus, en se disant c'est là-dessus que c'est des conservateurs, ils voteront pour moi, mais les résultats sont pas non plus. Il a pas encore gagné, il a gagné une ou deux primaires, je pense. Donc c'est pas ça se passe pas exactement comme il pensait. Ouais, c'est ça. Est-ce que dans les médias on parle toujours d'un pseudo-deal entre Ron Paul et Romney, ou son fils et Romney? Non, son fils, c'est terminé, hein, j'en entends plus du tout Ah parler, ouais. mais par contre, avec Ron Paul, bon, on continue à dire qu'ils sont proches, que bon. Mais bon, ça reste de toute façon des. Ouais. Ça reste que des rumeurs. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a quelques semaines encore, il y a quelques mois, dès qu'il y avait une interview de Ron Paul, on lui demandait, bon alors, vous n'avez pas le nombre de délégués suffisant, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire une troisième candidature? Est-ce que vous allez, voilà. C'est la question habituelle à chaque interview, ça tapait. Maintenant, la question habituelle de l'interview, à chaque fois, ça commence par il y a beaucoup de rumeurs qui disent que vous faites un pacte avec Romney, que vous allez être peut-être son vice-président et que vous allez faire campagne avec lui. Presque à chaque interview, c'est assez marrant, et il lui pose cette question-là. Et lui, à chaque fois, il répond, bah, c'est une rumeur tellement secrète que même moi, je suis pas au courant. Voilà. C'est vrai qu'il a dit ça dans le show avec Leno. Ouais. Et il le répète à chaque fois dans différentes interviews où on lui demande ça. Il dit, bah, écoutez, peut-être que vous le savez, même moi, je suis pas au courant. Et même Ron Paul, son fils, j'ai entendu une interview où il demandait la même chose, et il disait, voilà, pareil, il disait, bah, écoutez, dites-moi, hein, parce que moi, je suis pas au courant. Mais bon, faut pas être naïf non plus, hein, c'est pas exclu qu'il y ait quand même peut-être quelque chose qui pourrait se faire, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même proches, c'est vrai qu'ils sont apparemment leurs femmes sont amies et tout ça, donc bon, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose, donc Ouais. on va pas non plus dire que c'est sûr, il y a rien. Mais c'est pareil pour une candidature en son troisième parti. Bon là, de la même façon, apparemment Gary Johnson continuerait sur le parti libertarien, mais c'est pas fait non plus. Il y en a qui disent que peut-être qu'il prendra lui-même le parti libertarien. Que Ron Paul prendrait le parti libertarien? Ouais, pourquoi pas. Ouais, Apparemment c'est pas impossible, mais bon. Sinon, par rapport dans l'actualité toujours un peu liée à la campagne américaine et à Ron Paul, on a cette nouvelle pub de Ron Paul qui est sortie là récemment par rapport à un débat qu'il y a eu toute cette semaine. Donc avant de pour introduire un peu ce sujet-là, je vais vous montrer la vidéo qui a déclenché ce débat, et on va en parler tout de suite après. Good morning, sir. It's fair to say that John McCain was considerably a more moderate candidate than the ones that Governor Romney faces now. Is there a concern that the pressure from Santorum and Gingrich might force the governor to tack so far to the right it would hurt him with moderate voters in the general election? Well, I think you hit a reset button for the fall campaign. Everything changes. It's almost like an Etch-a-Sketch. You can kind of shake it up and we start all over again. Voilà, donc je sais pas si vous avez bien compris la vidéo. L'intervieweur demande à un cadre de l'équipe de campagne de Romney, Santorum et Gingrich sont quand même beaucoup plus très à droite. Est-ce que vous avez pas peur que Romney ait à avoir une dérive droitière qui gênerait sa base militante du centre, etc. Et le cadre de Romney lui répond non, c'est pas un souci, il y a comme un reset button où j'appuie et je peux changer le discours, et
on peut dire tout et son inverse d'un moment à l'autre. Aujourd'hui je dis ça, mais en novembre je pourrais dire quasiment l'inverse. C'est quand même un aveu assez comique et honnête dans un sens, puisque c'est quand même triste mais vrai à quel point Romney c'est un flip-flopper, il change constamment de position. Et ça a fait voilà le gros débat de la semaine. Seth Liberty, à votre avis, la résurgence du conservatisme anti-gouvernement peut-être par les petits partis, le parti libertarien pourrait-il avoir un poids accru lors de ces élections? C'est déjà le cas. Hein. À travers Ron Paul, ouais. Après, le parti libertarien, il reste quand même, à mon avis, très très minoritaire, mais c'est bien possible qu'il fasse un meilleur score que... Benoît parlait de 10% la dernière fois, non? Ouais, il y a des chiffres comme ça, des sondages qui sont tombés il y a quelques semaines, qui montraient qu'à peu près peut-être 10%, qu'ils pouvaient obtenir 10%. Mais pour répondre directement à la question, dans un sens qui est un peu ironique, c'est qu'on a parlé beaucoup des Tea Party, mais au final, qui est nominé dans le parti républicain, c'est quand même Romney. Alors que, et même chez les gens qui se réclament du Tea Party, aux élections, ils votent quand même assez massivement Romney. Donc, ouais. C'est assez étrange quand même. C'est son discours en fait. Hein. Il a quand même un discours qui a évolué, qui est quand même, enfin au moins sur le côté entrepreneurial et sur le côté fiscal, quand même plutôt libéral quoi. Ouais, même si son bilan, ça reste de soutenir les bailouts qui ont pas. Et même récemment, il les a de nouveau soutenus. Il dit ce que je veux dire, c'est qu'après entre le bilan et le discours, je veux dire, il y a des gens qui n'écoutent que le discours et qui regardent pas forcément ce qui a été fait derrière. Mais je veux dire, les gens qui ont été dans la rue pour le Tea Party ou des choses comme ça, qui ont dit non au bailout, des choses comme ça. Oui, après, au gouvernement ils savent quand même que Romney est pour. Donc c'est vrai que ça c'est un peu étrange. Donc peut-être que ça s'est calmé. C'est quand même, c'est assez paradoxal ce mouvement du Tea Party parce que voilà, ils sont supposés vouloir un État limité, etc. Mais concrètement, dès qu'il s'agit de voter, etc., ils soutiennent des candidats qui supportent le big government, l'État fort, etc. Donc, à mon avis, ce qui fait ça aussi, c'est tout l'aspect politique étrangère et liberté civile. Ils sont pour les interventions massives à l'étranger et ils sont pour le Patriot Act qui permet à l'État de venir fouiller dans la vie privée pour des questions sécuritaires. Et à mon avis, c'est ces éléments-là qui les gênent dans le discours de Ron Paul et qui les fait tendre plus vers des candidats comme Romney ou d'autres. Quelle stratégie pour Rand Paul après l'élection? Pour Ron Paul, à mon avis, ça va être fini. Il se fait quand même vieux, il est fatigué et après fatigue. Il est plus tout jeune, c'est sûr, mais ça fait quand même longtemps qu'il est en politique, donc ouais. Par contre, il va peut-être rester au Congrès, par contre. Je sais pas ça si. Son mandat il dure jusqu'à quand là? Qui voulait arrêter? Bah c'est tous les 2 ans, il me semble. Hein. Il me semble que c'est renouvelé tous les 2 ans. Ouais, je sais pas. C'est pas renouvelé pour partie tous les ans, ouais, je sais pas exactement. Mais le fait est quand même que Ron Paul est quand même sur la fin de sa carrière et même s'il finit son mandat, à mon avis c'est à peu près fini pour lui. Rand Paul par contre son fils, il est bien parti et il va à mon avis il va continuer à se présenter comme pour le Congrès. Pourquoi pas d'ici, il est sénateur, ouais. Pourquoi pas dans les prochaines élections, il y a des soutiens de Ron Paul qui veulent pousser Ron Paul à se présenter en 2017, mais bon, ça reste. Je pense qu'il se présentera en 2017, ça c'est clair. Après moi ce qui me gêne chez Ron Paul, c'est qu'il est pas aussi bien que son père, c'est-à-dire que sur quelques questions, il dérive vers l'État fort, etc. Par exemple, les sanctions en Iran, il les a soutenues. Et son père a d'ailleurs dit que, il regrettait ça, mais ça, il a politique étrangère, il a liberté civile, c'est tendu, quoi. Il est pas. Oui, mais c'est peut-être avec ça qui réussira mieux, parce que quand on regarde objectivement le parcours de Ron Paul et même ses scores actuellement, ce qui l'handicape quand même beaucoup et même énormément, c'est ses positions sur la politique étrangère. Même si moi, je suis d'accord avec ses positions, je vois bien que c'est ça qui l'empêche d'avoir, au lieu d'avoir 10-15%, voire même 20% dans certains États, qui l'empêche d'avoir 30%, de prendre vraiment comme Santorum, parce que Santorum, il a un discours quand même, mélangé, mais sur la politique étrangère, sur l'Iran, ça tape fort. Et ça manque
sur le discours de Rand Paul, si Ouais. on peut lui rajouter Ça manque d'une manière clientélisme électoral, quoi. C'est ça. Au Oui, niveau- forcément. Ça serait se trahir, mais en tout C'est cas, ça, ouais. si jamais il avait eu comme ça cette non-cohérence et qu'il avait cet élément, je pense qu'il aurait des scores beaucoup plus élevés. Donc si Ron Paul réussit à avoir cette dimension-là, peut-être qu'il réussirait mieux. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est quand même on voit des sondages où la majorité des Américains se disent quand même pour le retrait d'Afghanistan, et puis c'était le cas Ouais, aussi avec l'Irak mais- il y a pas si longtemps quand Non, mais c'est deux sujets qui sont séparés. C'est parce ça, que- ouais. Ils séparent les sujets Afghanistan et Irak, c'est différent Parce- de l'Iran. Parce que l'Irak, ça a ouais. été un échec, parce que l'Afghanistan, ça se passe pas aussi bien. Alors Mais- l'Iran, ça serait bien. On sait bien sûr que. Non, mais Ah, alors. non, mais, oui, mais moi, dans apparemment, l'optique de ces personnes-là, voilà, à chaque guerre c'est différent. Non, la prochaine fois ce sera différent. On a foiré la dernière fois, mais vous inquiétez Voilà, pas. parce que c'est les mêmes qui étaient contre le Vietnam. Donc, Ouais. faut quand même, c'est toujours les mêmes. Et bon, en même temps aussi, il y en a beaucoup. Ces gens-là, c'est les 70%, les 60% dont on parle. Souvent, ils sont démocrates en plus. Donc, de toute façon, ils voteraient pas, ils font pas le déplacement, généralement, pour, Tout à fait ok avec Benoît, ce qui permettra à Ron Paul d'optimiser ses chances par rapport à Ron Paul, ouais. Amric qui dit, y a-t-il d'autres personnalités qui ont émergé autour de Ron Paul et qui peuvent peser dans le futur sur le GOP? Peser Je pense- vraiment puissamment, moi je dirais pas à la hauteur de Ron Paul, mais il y a quelques personnalités qui ont fait surface. Moi je pense à Doug Weed, son chef de campagne, moi je l'aime beaucoup. Il intervient assez régulièrement dans les médias et j'espère pour lui qu'il aura plus d'influence à l'avenir. Au niveau des sénateurs, il y en a quelques-uns libertariens quand même. De nom, là je me souviens de Justin Amash, qui est un candidat républicain qui est aussi dans cette optique libertarienne et qui est en ce moment au Congrès et à mon avis qui va quand même voilà pour sa réélection, etc. Et d'autres personnalités comme ça. Tu voulais dire, Benoît? Il y a Jesse Benton aussi. Ouais, moi, je pensais d'abord quand même à Gary Johnson. Je ouais pense Gary que Johnson. Ouais. son début sur le parti républicain, il est parti, je crois qu'il est parti du parti républicain parce qu'on l'invitait plus au débat, simplement. Sinon, je pense qu'il voulait encore un petit peu là-dedans. Et sinon, je pense que ça sera le seul avec peut-être Tim Pawlenty qu'on a vu un petit peu au début des primaires, à vraiment être des nouvelles personnes. Sinon, le reste, je pense qu'ils vont revenir Ouais. pour l'année prochaine. Gary Johnson, c'est un nouveau, il n'est pas là depuis longtemps dans le... Bah, il est quand même, je crois qu'il est encore assez jeune, il a 46, 47 ans. Ouais, il vient Dans du le- Mexico, ouais. Nouveau-Mexique, ouais. Ouais, Nouveau-Mexique, réélu. Donc, il a quand même encore, déjà un bilan politique. Mm. Et là, oui, je pense qu'il va pouvoir. Mais comme Ron Paul, Ron Paul est en 88 s'est présenté pour le parti pour le Le parti parti libertarien. libéral, Donc, ouais. je pense qu'il va peut-être poursuivre sur la même voie, je pense. Alors il y a une question, je sais pas si c'est ironique ou pas de Seth Libri, en quoi l'Irak a été un échec? Alors par où commencer? Non, mais bon, après, c'est peut-être pas un débat à avoir, mais bon, en tout cas, c'est perçu comme un échec. C'est ça, de toute façon, le principal. Des dizaines de milliers de morts, qui n'a rien changé à la situation aujourd'hui en Irak qui est catastrophique. Il y a un gouvernement islamiste en place et il n'y avait pas de bombes atomiques comme c'était l'excuse pour aller là-bas. Enfin, à mon Ouais, avis, c'est pas l'avancée, les armes de destruction massive qu'on avait mis en avant alors qu'elles n'existaient pas. Finalement, il n'y en avait pas. Voilà, voilà. l'objectif c'était vraiment d'y aller. des milliards et des milliards dépensés dans une campagne qui n'a servi à rien, mis à part à de la violence. Bon, je vois pas très bien comment En fait, on fait ça. la guerre, c'est le moyen le plus dégueulasse de faire de l'argent. C'est-à-dire que on va prendre de l'argent aux contribuables pour faire des tanks, des avions, tout ce genre de trucs. Donc ça coûte un max de pognon. Ensuite, vous détruisez le pays. Donc vous rasez les ponts, vous rasez les bâtiments officiels, vous rasez beaucoup de choses. Et donc là, vous faites obtenir par le nouveau gouvernement chirurgical, pas vraiment. Toujours chirurgical entre guillemets. Vous faites donc ensuite, une fois que tout ça est détruit, eh ben, c'est simple, vous permettez à vos amis de récupérer les marchés publics pour reconstruire ces ponts, pour reconstruire ces bâtiments, et tout ça, ça sera aux frais non pas du contribuable dans le cas là américain, mais dans le cas du contribuable irakien. Donc c'est vraiment c'est le moyen le plus dégueulasse, vraiment c'est vraiment le bon terme pour faire de l'argent sale, quoi. C'est vraiment ça marche comme ça, ça marche vraiment comme ça, quoi. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. Pour les politiciens, c'est génial. Enfin, c'est comme ça fait partie, surtout aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils gagnent des voix. Appeler à la guerre, etc., à tel endroit, ça renforce leur puissance, ça renforce leur ego et les électeurs adorent ça. Donc,
Et ça, au mépris du contribuable et du nombre de vies, enfin, c'est Ouais, c'est incroyable. ça aussi. Les dégâts humains, c'est gigantesque. Enfin, la guerre en Irak, c'était une catastrophe. Et c'est pas un hasard le fait que Ron Paul ait un soutien massif des vétérans. C'est lui qui a plus de soutien des vétérans que tous les autres candidats cumulés. Et c'est pas un hasard. Les vétérans se rendent bien compte des gabegies, la gabegie catastrophique de la guerre en Irak et de manière générale des États-Unis, l'empire américain autour du monde. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Saddam Hussein, qui était un dictateur meurtrier, a été destitué. Ouais, super. Pour remplacer par quoi franchement, c'est un gouvernement islamiste en place aujourd'hui et c'est franchement, il n'y a pas de différence du coup. C'est la démocratie, c'est la paix et c'est le capitalisme. C'est génial. Enfin, rien du tout. Ça, concrètement, ça a rien changé de fondamental et au prix de milliards de dollars, de milliards de dollars et au prix de dizaines de milliers de vies. Donc franchement. Non, les armes ont probablement été déplacées avant l'attaque car Bush a non eu l'approbation de l'ONU. Ouais, alors ça... Elles ont été déplacées où alors? Où est-ce qu'elles sont où d'après toi? Non, mais je pense que dans ce cas, il y a pas mal de pays où aller foutre le bordel pour rien changer après. Non, mais, voilà, si on veut commencer hein, cette optique, attaquer chaque pays où il y a plus ou moins de dictateurs, enfin, on n'a pas fini. Hein. Il y a des dizaines, enfin, après je sais pas On les va faire dizaines, le tour de l'Afrique déjà. ouais, le tour de l'Afrique, la Corée du Nord, même en Asie, enfin, Cuba. on en fait la guerre Ouais, partout. il n'y aura pas besoin d'aller très loin, c'est On vrai qu'il y a fait, Cuba. voilà, on fait la guerre C'est dans vrai tous que les Mélenchon, sens. il quoi. On peut y aller en canoë-kayak et puis c'est bon. Sauf d'après Mélenchon, c'est pas une dictature. Cuba, Non, ça se passe non, très c'est vrai que bien. ça se passe bien apparemment. Oui, ils sont très Apparemment, c'est contents. Ils ont la santé gratuite et l'éducation cool. gratuite. Ouais, pareil, ils ont le deuxième meilleur système de santé à voilà, la c'est France. vraiment génial. Citation. Ouais, Citation. bien sûr. Ça c'est bien, c'est bien. N'importe quel autre allié pays de l'Irak. Ouais, bon, ok. Bon, on peut rentrer dans ces trucs-là, mais concrètement, la Corée du Nord a une arme mais, nucléaire. Voilà, mais on l'attaque pas. Enfin, pour revenir à l'Irak, en fait, les Français savaient qu'il n'y avait pas d'armes là-bas. Et en fait, enfin, faudrait retrouver exactement, mais Villepin l'expliquait à l'époque. Et enfin, les services secrets français, en fait, enfin, les services français ils sont très bons dans tout ce qui est photographie aérienne. Et ils expliquaient bien que c'est grâce à ça qu'ils savaient qu'en fait, il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, comme le disaient les Américains. Donc en fait, les Américains ont vraiment menti sur ce sujet-là. Alors, pourquoi une attaque de la Corée du Nord, une dictature communiste serait une mauvaise chose, justement? Parce que c'est de la violence, bon sang, on n'impose pas nos décisions à n'importe qui autour du monde, et d'autant plus en Corée du Nord, où le peuple est complètement lavé du cerveau, les États-Unis, s'ils attaquent la Corée du Nord, il va s'en prendre plein la gueule du peuple qui fera tout pour résister, qui pensera que les États-Unis sont là pour leur foutre sur la gueule, que leurs dirigeants, depuis des décennies, avaient raison quand ils leur disaient que l'Empire américain c'était le mal, et bah ça les renforcera leurs sentiments, et le fait que les États-Unis attaquent, ce sera catastrophique. Enfin, c'est le même exemple que le Vietnam. C'est-à-dire que le Vietnam, on a fait enfin, les Américains ont fait la guerre principalement là-bas contre le communisme. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont perdu la guerre du Vietnam. Et puis maintenant, je veux dire, même si ça reste un pays, voilà, où il n'y a pas de liberté politique, je veux dire économiquement, je veux dire c'est un pays quand même qui s'est beaucoup ouvert. Et on voit que c'est pas faire la guerre, c'est pas forcément le meilleur moyen d'apporter la démocratie. C'est ça. Enfin, on n'impose pas la démocratie aux autres pays, quoi. Les exemples sont innombrables. Enfin, l'Afghanistan, Irak. Oui, c'est vrai, mais les révolutions, ça se fait de l'intérieur. C'est-à-dire que oui, tout à fait. C'est le peuple en fait qui amène les changements. Si le peuple ne désire pas ce changement, il n'aura pas lieu. Voilà, c'est ça. Enfin, on l'impose pas par au-dessus, quoi. Comme toujours. Donc voilà, je pense ça fait 33 minutes sur la politique américaine, on peut peut-être passer à autre chose. Juste, ouais, je veux vous montrer laisser le peuple prendre les rues. Voilà, c'est ça la réelle solution de long terme, c'est le peuple qui prend les rues. On en parlait tout à l'heure là, du débat qu'il y a eu cette semaine là sur Romney qui dit que voilà, il peut dire tout et n'importe quoi. Il y a eu une nouvelle pub de Ron Paul qui est sortie. Je vais vous la passer, elle dure quelques 30 secondes et on revient juste après.
It's almost like an Etch-a-Sketch. You can shake it up and we start all over again. This is an Etch-a-Sketch. An Etch-a-Sketch. How many of you ever used an Etch-a-Sketch? How's your etching and sketching? You shake it up like an Etch-a-Sketch. Shake like an Etch-a-Sketch. Where's my Etch-a-Sketch at? Do you have an Etch-a-Sketch? We're talking about big things here, folks. Voilà, elle est plutôt sympa, je trouve. Le seul truc qui manque, c'est la voix un peu grave sur la dernière proposition, $1 trillion in debt, etc. Je trouve que c'est le seul truc qui manque un peu à mais c'est vrai, ça montre quand même que Ron Paul essaie de prendre de la hauteur, et c'est ce qu'il fait souvent quand même sur la plupart des polémiques qu'il y a autour de Romney. Là, c'est pareil, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il le défend, parce qu'en fait, il l'attaque pas simplement. Quand il a refusé d'émettre ses fiches d'impôts à un certain moment, ou concernant ses activités à Bain Capital, donc un peu spéculative, un peu obscure. Là-dessus, il l'a jamais attaqué. Il a toujours dit c'est du capitalisme, moi ça me dérange pas. Et donc là, il prend aussi de la hauteur, au lieu de, on voit Gingrich et Santorum qui sont un peu, c'est vrai qu'un peu ridicules avec le petit jeu, parce que voilà, il avait dit ça, son conseiller a dit ça à la télé, donc c'est un petit peu ridicule, et donc bon, il remet quand même le débat sur la dette, sur les vrais sujets, le chômage, tout ça. Donc c'est vrai que c'est à son avantage, je pense. C'est ce qu'il met là dans la vidéo là. Vous en avez marre, ras-le-bol de ces politiques qui sont toujours les mêmes, toujours ces petites tracasseries débiles. Voilà, faut passer à autre chose. Les vrais sujets, c'est ce qu'il essaie d'expliquer dans cette pub. Il y a eu d'ailleurs un monnaie bombe là récemment, je crois. C'était même aujourd'hui, c'est aujourd'hui, hein. Ouais, ça continue encore aujourd'hui. Bah ça, en fait, c'est après ça s'appelle Give Me Liberty, c'est ça? Ouais, il me semble. Give Me Liberty or Give Me Death. Bah en fait, c'est parce que le 23 mars. C'était le 23 mars 1700, je sais plus combien, 73, il me semble. Alors comment il s'appelle déjà? Il y a un philosophe américain qui a dit dans une université de Géorgie, donc à cette époque-là, Give me liberty or give me death. Donc c'est resté célèbre, et donc ils ont fait un money bomb par rapport à ça, pour pouvoir bien continuer. Il espère soulever combien là, ce money bomb? Bah là, c'est quand même, ça devient un peu quand même plus compliqué que les fois précédentes. Hein. C'est vrai que à chaque fois, on voit souvent le million était atteint la première journée au bout de 2 jours. Là, ça commence à être compliqué, ce qui est normal. Ça commence, il y en a souvent, et donc bon, on va voir. Hein, mais c'est vrai que ça lui donne un petit peu, ça peut lui donner un petit peu d'argent pour faire des publicités, pour les comme ça. Voilà, c'est toujours ça. Pour ça que j'ai fait cette transition-là, c'est comme ça. Message, hein. Ouais, ça, ouais. Au-delà de ça. C'est avec les money bombs comme ça, c'est l'argent qu'ils récoltent comme ça, c'est que cet argent-là, tu peux passer les pubs à la télé, quoi. Ouais, bah surtout que lui, il va pas voir les Goldman Sachs et tout ça. C'est la différence. Ouais. Par rapport à Obama et Romney, ils en profitent à fond de tout ça. Hein. Les dons des grosses entreprises, des grosses banques. Il faut savoir que les principaux contributeurs de Romney et de Obama, c'est Goldman Sachs. Ouais. Numéro 2 dans chacun des groupes. Je prends premier pour Romney et deuxième chez Obama. Donc ils ont verrouillé le truc. Hein. Et je pense que j'ai regardé je crois que c'était sur Bush en 2004, ils étaient numéro 3. Donc bon, ils ont compris le système. Voilà. Ah, mais et ils ont qui est-ce tout compris, qui s'est fait sauver? C'est ça aussi, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un investissement de long terme pour eux. Voilà, ils placent leur argent. Ils avaient investi dans la campagne de Bush en 2004. Par contre, ils n'avaient pas contribué à Obama en 2008. Et bizarrement, bon, ça s'est mal passé pour eux, quoi. Donc ça n'a pas de lien direct, mais bon, je pense qu'ils financent aussi une partie de... bon, il faut que la réserve fédérale soit là pour balancer de l'argent quand il faut, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... Et puis après, ils parlent de moraliser tout ça, un petit peu, donc bon... mais même fondamentalement Romney et Obama ils ont jamais, en d'autant plus Obama qui l'a fait, ils ont jamais dénoncé les plans de sauvetage, le renflouement, la réserve fédérale, etc. C'est ça qui va être problématique si Romney est choisi, c'est que la réserve fédérale et l'impression de billets et l'argent gratuit voilà, là-dessus il n'y a pas de problème. Ouais, ça leur pose aucun souci, ouais. Non, aucun. Donc et même sur ces sujets-là, de toute façon dans l'histoire ça s'est toujours passé comme ça. Hein. Les problèmes de dette on les a toujours réglés en créant de l'inflation monétaire. Et
Donc c'est pour ça que investissez dans l'or, investissez dans l'argent, et puis voilà, et puis espérons que ça se craque pas complètement, mais c'est sûr qu'on est on est parti pour une hausse des prix, je pense, dans les prochaines années, de manière plus importante même que ce qu'on a eu aujourd'hui, quoi. Enfin, ces derniers temps. Mais et même j'avais vu une vidéo, enfin j'avais entendu une vidéo d'un débat de Romney. Il y avait quelqu'un dans l'audience qui lui disait bon alors vous parlez de la liberté etc. Mais moi ce que j'aime c'est la santé gratuite. Et là t'as Romney qui répond, et il répond très mal à mon avis à ce niveau-là. Il dit ah mais si vous voulez des trucs gratuits allez voir Obama, allez voir mon concurrent. C'est nul comme réponse. Enfin, ça veut dire quoi? Il a aucun argument concret à lui opposer, dire juste moi je le fais pas parce que je suis pas censé le faire, mais concrètement j'aimerais bien parce que c'est censé être bien. Voilà, c'est Romney et les différents autres candidats, ils ont pas de réel principe quoi. Comme toujours, et ils réagissent en fonction de leur électorat. Et Romney a compris que leur électorat, son électorat n'aimait pas trop voilà l'argent gratuit, ou du moins pas trop ostensiblement. Donc il dit juste voilà, moi c'est pas de ça chez moi, c'est juste chez Obama. Mais concrètement, il n'a pas d'argument de fond à répondre à ça, quoi. Et c'est un peu ça le problème. Donc oui, si ça bug pour les personnes qui regardent, dites-nous. J'espère que ça bug pas trop non plus. C'est peut-être quand je passe les vidéos que ça bug, dites-nous. J'espère que ça va pas trop gêner. Mais sinon, voilà, ça fait 40 minutes qu'on a parlé de la politique américaine. On peut passer peut-être à la politique française. C'était assez mouvementé là pendant la semaine. C'est fou quand même à quelle vitesse ça change, ça va quand même très très vite. Autant la semaine dernière on parlait voilà, des Lexit Tax, de l'essence, etc. en France. Là, cette semaine-là, voilà, c'est complètement retourné suite voilà, au terroriste là, Mohamed Merah, qui a vraiment bouleversé la campagne. Et à mon avis, c'est vraiment, enfin, ça apporte rien. C'est vraiment triste parce que déjà le débat était déjà quand même assez plat. Là maintenant, avec ça en plus, enfin, ça a écarté le débat pendant quelques jours. Les positions sont complètement plates. Voilà, il faut respecter le deuil, etc. Donc là, niveau proposition, c'est vraiment rase-moquette. C'est même pire que ça que là aujourd'hui. On peut essayer d'analyser ça sous notre angle de liberté. Enfin, fondamentalement, on s'était dit ça avec Gilles, c'est que et comme l'expliquait déjà Ron Paul, ce qui pousse cette personne, la Mohamed Merah, à avoir fait ce qu'il a fait, c'est le racisme. Or, ou du moins une certaine forme de racisme, d'antisémitisme, voilà, et qu'est-ce que c'est fondamentalement l'antisémitisme, le racisme, etc. C'est un collectivisme. C'est voir les gens dans des catégories, c'est les juifs, les noirs, etc. C'est les femmes, les gays, etc. C'est voir les gens dans des catégories, les mettre dans ces cases-là et les attaquer en fonction de ces cases-là. Or, c'est fondamentalement à l'inverse de notre philosophie, de celle de Ron Paul et de celle du libéralisme en général, qui voit les gens comme des individus. Il y a une philosophe qui s'appelle Ayn Rand aux États-Unis, et elle expliquait en fait elle expliquait pourquoi le racisme en fait est une idée complètement stupide. C'est parce qu'en fait, on juge quelqu'un non pas sur ce qu'il a fait ou sur ce qu'il est ou sur ce qu'il dit, mais sur une espèce de collectif d'ancêtres qui voilà, cette personne soi-disant fait partie d'un collectif d'ancêtres, soit juif, arabe ou je ne sais quoi, et donc en fonction de ça, on va préjuger de cette personne, et ça n'a en fait aucun sens, parce que il faut juger la personne telle qu'elle est ou ce qu'elle a fait, et même donc enfin voilà quoi, je pense que vous m'avez compris. Ouais. Et Ron Paul le répète souvent, il avait eu des critiques comme quoi il était raciste, il y avait l'histoire des newsletters supposément racistes qu'il avait écrites, et il avait très bien répondu, c'est-à-dire que voilà, fondamentalement il n'est pas raciste car il ne voit pas les gens dans des cases, dans des les noirs, les gays, etc. Il voit les gens comme des individus. Fondamentalement, c'est l'individualisme dans son sens, voilà, c'est pas aujourd'hui en France, l'individualisme c'est un gros mot, c'est péjoratif, mais concrètement, voilà, voir les gens comme des individus et non pas tel préjugé, tel groupe religieux culturel, voilà, c'est ça qui fondamentalement permettra de lutter contre le racisme et ces autres types de stigmatisation. Cela dit, le groupe auquel un individu appartient détermine certaines de ses caractéristiques individuelles.
C'est vrai. Peut-être, mais fondamentalement, enfin, il faut le juger en fonction non pas de supposément le groupe auquel il appartient, mais de ce qu'il est concrètement et de ce qu'il fait. Après, peut-être que concrètement, peut-être qu'il a été influencé par tel groupe religieux ou culturel, peut-être. Mais on ne doit pas, voilà, c'est le fait de juger les personnes en fonction de leur groupe qui amène toutes les dérives. Enfin, on parle de du racisme, d'antisémitisme, mais voilà, les droits des différentes catégories de personnes qui se revendiquent, les ouvriers, les patrons, les femmes, tout ça, c'est toujours des classes. Voilà, ça amène le sectarisme à chaque fois, c'est ça. Hein. C'est le fait de se voir en groupe et de réclamer ou de stigmatiser d'autres groupes qui amène tant de dérives dans nos sociétés. Fondamentalement, on y aurait une philosophie où on voit non plus les groupes, mais les individus. Enfin, ça pourrait aider dans beaucoup de choses. Donc voilà, et suite à cet attentat, etc., Sarkozy a annoncé des mesures pour contrer ça, comme à chaque fois, un fait divers, une loi, ça se confirme toujours plus, hein, vous pouvez en être sûr à chaque fois. Et je vais vous passer la vidéo, donc voilà, où il explique qu'est-ce qu'il va faire pour brillamment lutter contre ce genre de comportement. Désormais, toute personne qui consultera de manière habituelle des sites Internet qui font l'apologie du terrorisme ou qui appellent à la haine et à la violence sera punie pénalement. Toute personne se rendant à l'étranger pour y suivre des travaux d'endoctrinement à des idéologies conduisant au terrorisme sera punie pénalement. La propagation et l'apologie d'idéologies extrémistes seront réprimées par un délit figurant dans le code pénal avec les moyens qui sont déjà ceux de la lutte antiterroriste. Voilà, c'est vrai qu'avec ce genre de choses, ça va solutionner tous les problèmes. Il y a tellement de choses à dire dans ce qu'il vient de dire qui, déjà, ne serait-ce que techniquement, qu'est-ce que c'est un site internet qui promeut une idéologie extrémiste et la violence là? C'est quoi la définition d'un tel site? Enfin, ça peut amener tellement de dérives. Quand on entre dans cette porte de vouloir censurer les personnes qui vont sur tel site, on s'en sort plus, quoi. Après, on peut aussi se demander comment on fait pour distinguer les personnes qui vont sur ces sites parce qu'elles sont intéressées et qu'elles trouvent ces idées bien, et les personnes qui vont juste pour les étudier, pour voilà, les sociologues ou je ne sais quoi. Comment on fait pour distinguer ces deux types de personnes? Il y a tellement de questions qui se posent pour les voyages à l'étranger, comment on fait pour savoir si une personne va en Afghanistan pour se faire endoctriner ou si c'est pour du tourisme? Ça pose tellement de questions techniques et même morales, quoi. Enfin, c'est hallucinant. L'état policier, voilà, à chaque problème de violence ou de terrorisme, etc., vous pouvez être sûr que vos libertés seront écrasées et cet écrasement de la liberté ne solutionnera rien. J'aime bien le commentaire d'Emeric sur le chat parce que c'est vrai que j'avais exactement la même réflexion quand j'entendais endoctrinement. Je pensais au Mises Institute qui propose des formations. Oui, voilà. Techniquement, c'est un endoctrinement. Il y a même des gens qui se réclament de l'école autrichienne qui pensent que la révolution libérale doit se faire de façon violente. Donc, techniquement, on peut rentrer dans cette catégorie très très facilement. Ouais, c'est ça qui est très dangereux, c'est que à la fois eux, à la fois là des religions, parce que là on parle des musulmans extrémistes et tout ça, on se dit bon, c'est que des méchants, mais on peut rentrer dans cette catégorie tout un nombre de personnes qui apparemment sont pas non plus un danger, parce qu'en fait ils sont un danger pour l'État, parce qu'ils pourraient critiquer, parce qu'ils pourraient avoir des attaques. C'est tellement flou que c'est nécessairement flou parce que on peut pas donner de choses précises. La République doit être implacable pour défendre ses valeurs. Elle ne tolérera ni embrigadement, ni conditionnement idéologique sur son propre sol. Eh ben alors, finissons avec l'éducation nationale. C'est quoi le type d'endoctrinement? Enfin, on a, voilà, la fabrique à crétin, comme on veut dire, voilà, bah,
l'endoctrinement en France, on en a de tous les côtés, quoi. La social-démocratie, le socialisme dans tous les sens, l'État fort, l'administration qui est trop cool. on en a plein dedans en France. Il y a un sacré boulot, hein, si tu veux en finir avec toutes les idéologies en France et l'endoctrinement, hein. Donc voilà. C'est techniquement, c'est impossible techniquement, parce que même sinon, dirait que les médias n'ont pas un sens idéologique ou des choses comme ça. Forcément, des moments. On peut pas interdire techniquement tout ce genre de choses. Donc après, on peut toujours se concentrer sur celles les plus violentes, les plus dangereuses. Mais même là, il faudrait ça commence par ça et après ça part en tout. Voilà, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Seth Forley-Botti qui dit que le pire c'est que les autorités avaient une liste de 10 personnes suspectées d'être proches de Al-Qaïda, dont le tueur, et 9 résidents toujours en France. Alors voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué la DCRI, les services secrets français, comme quoi ils sont pas intervenus assez rapidement, ils l'avaient dans leur giron, mais ils sont pas intervenus. Moi, je suis beaucoup plus sceptique et relatif par rapport à tout ça. Enfin, vous imaginez le boulot que c'est et la finesse qu'il faudrait avoir pour savoir que telle personne va agir bientôt, etc., et pas telle autre. Enfin, moi, je respecte beaucoup le travail de la DCRI, du RAID en général. C'est très compliqué et je leur en veux pas de pas avoir trouvé Mohamed Merah plus tôt. C'est vachement compliqué. Et s'ils se mettent à arrêter n'importe quelle personne avec le moindre soupçon, on n'en finit plus là. C'est toujours la même chose. Bah, c'est surtout aussi qu'on peut pas arrêter à partir d'un soupçon, hein. Ouais, c'est pas parce que il semble louche que c'est ça. Le problème, c'est que des gens qui sont violents, alors ils ont fait saigner le nez de leur femme ou des trucs comme ça. Forcément, on se dit, ah tiens, c'est des maris violents et tout ça. On va pas les arrêter, les mettre en prison parce que il pourrait peut-être avoir pire. Et là, c'est pareil. C'est que c'est des gens qui auront peut-être un casier judiciaire ou des trucs comme ça, mais tu vas pas les mettre en prison parce que ils ont 2-3 trucs à vie ou des choses comme ça, parce que sinon, là, pareil, hein. On va mettre n'importe qui en prison parce qu'il y a un soupçon. Et c'était la logique, d'ailleurs, on a parlé du National On supprime d'une certaine manière la liberté de conscience et et puis il y a aussi un problème avec j'ai un trou de mémoire. Avec la présomption d'innocence, je veux dire, tu peux pas. Ouais, voilà, il y a un vrai problème de droit. On peut pas accuser quelqu'un, on peut pas condamner quelqu'un pour un crime qui n'existe pas. Ouais, fondamentalement, on peut pas condamner quelqu'un pour quelque chose qu'il pense. Ça, je pense que c'est assez fondamental. Si quelqu'un pense, est raciste dans sa tête et est antisémite de ce qu'il pense ou quoi que ce soit, tant que concrètement il porte pas atteinte à la propriété ou à la personne physique d'autres personnes, il n'y a pas à juger et à condamner quelqu'un pour simplement ce qu'il pense. Enfin, sinon, on arrive à toutes les dérives et c'est pas voilà, il n'y a pas de finesse à voir, juste à Toulouse, il y a 10 personnes clairement identifiées comme des liens avec Al-Qaïda, ils dégagent du territoire français. Non, c'est pas aussi simple, franchement. Il y a des personnes qui peuvent être en lien avec Al-Qaïda et qui feront jamais rien de leur vie. Ils vivront leur vie dans leur coin, à haïr les Français dans leur coin, on les laisse tranquilles tant qu'ils ont rien fait et pas fait de méfaits, etc. Il n'y a pas de... On peut pas juger les personnes pour ce qu'elles pensent. Sinon, voilà, c'est super compliqué et en plus, ça amène à toutes les dérives. Hein. Même nous, on pense qu'il faut réduire drastiquement l'État, qu'il faut virer un paquet de fonctionnaires, etc. Enfin, on rentre dans ce cadre-là, sinon. Hein, pourquoi nous on est une menace pour l'État français. On a des liens directs avec le CIS Institute et des gens très peu recommandables. Et voilà. Il faut nous virer direct du territoire français. Hein. Ah ouais. Voilà. On est des c'est la même logique. Si tu acceptes cette logique-là pour certains, le problème c'est que tu es obligé de l'accepter pour d'autres. Cet acte, oui, je vois pas très bien la question. Il ne s'agit pas de juger les personnes sur ce qu'elles pensent, ils sont en lien avec une organisation terroriste meurtrière. Ouais, mais bon, en lien, c'est pas suffisant. S'ils ont rien fait. S'ils ont rien fait, et qu'ils font rien du restant de leur vie, ils ont beau être en lien avec Al-Qaïda, bah ok. Tu peux être aussi en lien avec un pays meurtrier, tu peux être en lien avec un membre de ta famille, tu vois, t'es en lien avec un meurtrier, mais tu l'es pas toi-même, donc
c'est compliqué de mettre en place mais je pense que d'ailleurs ce que propose Sarkozy, ça sera pas mis en œuvre parce même que techniquement c'est tellement compliqué. Ouais. C'est plus pour avoir une réaction ça pour dire on va sévir juste avant les. Ça sera retoqué par le Conseil constitutionnel. Ouais, oui, de toute façon. Moi, il y a eu une réaction là par rapport à cette histoire qui était assez drôle dans des candidats. Je vous la passe tout de suite. On la commande juste après. Vous voulez interdire les jeux vidéo violents? Ah ben, vous savez, on parlait au départ de ce qui s'est passé à Toulouse. Très souvent, ces meurtres de masse sont associés à des jeux vidéo violents que les gens ont vus, écoutés. C'est pas la cause, mais ça crée un climat. Et la violence à la télé, non? La violence à la télé, c'est autre chose. Il y a des moments où on doit appliquer les textes. Si une violence est présentée de façon dans des films qui est de nature à porter atteinte à l'être humain et à ce qu'il représente, oui, on doit prendre des mesures, sinon non. Voilà. On fait connaissance avec un bon étatiste. Voilà, bienvenue, étatiste parmi les étatistes. Je te rappellerai. Non, mais bon, c'est les jeux vidéo qui causent la violence. Enfin, c'est du vu et re-revu. Ouais, voilà. Et à chaque drame, tu auras quelqu'un qui viendra dire oui, les jeux vidéo c'est le mal, etc. Moi, sur Call of Duty, je crois que j'ai tué genre 35 000 personnes. J'ai fait pas mal. Et je crois pas être particulièrement violent. Enfin, c'est quand même débile comme lien et comme d'habitude, quoi. Non, mais il y a parfois eu des liens. Il y a eu des affaires aux États-Unis où des gens ont produit exactement sur certains films, et ça n'empêche, on va pas interdire parce que on compte la personne, c'est tout. Enfin, c'est les personnes au départ qui ont pas bien. Après, les jeux vidéo les amènent à faire ceci ou cela, mais c'est au départ, ces personnes-là, fondamentalement, qui étaient, enfin, n'importe qui que tu mets dans un jeu vidéo violent ne deviendra pas violent. Donc, fondamentalement, c'est des questions de personnes et non pas des questions de jeux vidéo. Enfin, c'est vraiment, ou sinon, voilà, faut, la je sais pas quoi, c'est super, c'est quoi la différence? Comme d'habitude, c'est comme le CSA qui va dire ça c'est trop, non ça va, c'est bon. Dans ce cas-là, interdire les films, la musique, les jeux au pays des nounours. Oui, mais c'est ça, mais c'est ce que veulent, c'est ce dont rêvent fondamentalement nos politiques, hein. Interdire toujours plus et régler nos vies au millimètre près, c'est leur rêve, hein. Une étude a montré au contraire manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Le jour où ils contrôleront nos vies de A à Z, je pense qu'ils seront contents. Une étude a montré au contraire que ce genre de jeu diminue l'agressivité dans le monde réel des individus violents. Ouais, c'est pas forcément faux, ouais, étant donné que ça jugule la violence dans un média particulier, peut-être qu'ils vont pas faire cette violence en réalité, c'est possible, en plus, c'est possible. Quand on est un terroriste, on reçoit pas une carte d'adhérent à Al-Qaïda, c'est très compliqué de trouver le lien. Oui, c'est vrai, c'est pas automatique. Mais Emmerich, encore une fois, les renseignements généraux ont tous carrément établi et il en faisait partie. Oui, on en revient toujours à la même chose. Faire partie d'une liste, ça veut pas forcément dire qu'on va passer à l'acte, etc. Donc c'est pas un critère suffisant. Donc voilà. Oui. Vas-y, pardon. En fait, Ron Paul avait répondu aussi, enfin c'était dans un... J'ai demandé à Benoît s'il a la vidéo. Est-ce que t'as la vidéo, Benoît? Ouais, mais ça va pas être possible. Elle est en ligne, mais je sais pas si... Ça va pas être possible de la prendre, là. Si Edouard l'a pu la récupérer, mais on peut rapidement expliquer ce que c'était. Donc, je peux expliquer déjà le contexte. C'était en 2008, pendant la primaire républicaine, donc en 2007 ou 2008, je sais pas exactement. Septembre. C'est-à-dire que maintenant, il fallait au contraire aller intervenir en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Et lui, il expliquait que, au contraire, la première source d'attaques terroristes, la première source de problèmes au niveau international, de menaces de guerre, c'était l'intervention dans les pays étrangers. Notamment, il prenait l'exemple de l'Iran en 53. Et donc là, c'est vrai que ça colle parfaitement parce que dans les motifs qui ont été donnés par le terroriste dans ce cas-là,
on avait le ressentiment par rapport à la présence française en Afghanistan. Ouais. Je te laisse continuer là-dessus si t'es... Non, mais je pense que c'est assez clair. Ouais, il a tué 2 soldats, et les raisons pour lesquelles il a tué ces soldats français, c'est parce qu'on est intervenu dans les pays. Et ouais, Ron Paul l'explique très bien, et même durant cette campagne, il a expliqué quelquefois à certains débats républicains, fondamentalement la raison pour laquelle les États-Unis et dans une moindre mesure l'Europe sont plus attaqués, plus haïs par le Moyen-Orient, c'est juste à cause du fait qu'on intervient dans leur pays depuis des décennies et qu'on vient foutre la merde, et donc c'est une conséquence logique et rationnelle de notre intervention. Je m'attendais à ce genre de choses, mais en même temps, le lire, ça a été encore plus important. Ouais, d'après les autres républicains et de manière générale les personnes, si le Moyen-Orient, comme ça, les pays arabes nous détestent, c'est parce que on est libre et prospère. Dans ce cas-là, pourquoi la Suisse, par exemple, n'est pas attaquée? Pourquoi? Fondamentalement, elle est aussi riche et prospère que les États-Unis. De la même façon, on avait eu des attaques terroristes à Londres, à Madrid, et c'était directement parce que ces deux pays étaient intervenus en Irak, et que nous, on n'en a pas eu. Mais par contre, quand on a commencé à intervenir sérieusement en Afghanistan, ils ont remonté le niveau de risque à écarlate, je pense. Parce qu'ils savent que maintenant, il y a un risque terroriste qu'il n'y avait pas avant. On n'intervient pas, on n'a pas de risque terroriste. Il y a un truc aussi qu'il faut préciser, c'est c'est vilain. Oui, vas-y. Ah oui, voilà. Il y a un truc qu'il faut préciser aussi, c'est que je veux dire, Al-Qaïda, c'est une création des Américains. Ben Laden, c'est quelqu'un qui a été recruté entre guillemets, qui a été fanatisé par la CIA américaine, justement pour combattre les soviétiques dans les années 80. Et la naissance de ce fondamentalisme là religieux et guerrier, il date de ce moment-là. Donc c'est bien en fait les Occidentaux qui sont à l'origine de cette idéologie. Imaginons le cas inverse. Ouais, c'est ça. Imaginez les États-Unis s'ils avaient été attaqués par l'Iran ou je sais pas quel pays du Moyen-Orient, mais la réaction qu'ils auraient eue, enfin, si aujourd'hui on appelle le Moyen-Orient des terroristes, etc., enfin, aux États-Unis, on nous a rappelé il y a des terroristes partout. Le truc, c'est que même spontanément, même s'il n'y aurait pas eu d'action au niveau militaire, au niveau de l'État, il y aurait eu des actions individuelles, des terroristes, des gens un peu fous qui adorent leur pays ou qui sont prêts à tout pour ça, des fanatiques qui auraient fait la même chose. Et ça se retrouve dans tous les pays, ça se retrouve dans toutes les époques. On a des fanatiques qui sont prêts à mourir pour... Mais ça sert à rien de les tenter, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Laissons-les tranquilles et ils viendront pas nous faire chier. Alors, voilà. Les USA ont pas donné naissance au fanatisme religieux, mais ils ont effectivement formé. Le fanatisme religieux, ils l'ont pas inventé, mais ils l'ont encouragé. Ils l'ont dirigé vers nous. Ils l'ont encouragé. Et si tu veux, le meilleur moyen, effectivement, pour que les gens... pour revenir à l'Afghanistan, le meilleur moyen pour que les gens se défendent corps et âme, c'est justement de mettre la religion au cœur de ça. Parce que les gens se défendront plus pour une religion, ou combattront plus pour une religion, que pour des choses rationnelles, pour le fait de dire que 1 égale 2, je veux dire, ou 1 égale 3, si... je me perds un peu aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je suis désolé. Ouais. Mais c'est une idée fondamentale à comprendre. Ouais. Mais surtout que les talibans, à l'époque, faut quand même pas oublier qu'ils ont refusent encore. Ouais, comme toujours. Donc voilà, je pense qu'on a... Il y avait une question un peu plus haut qui parlait de la montée de Mélenchon. Alors, oui, c'est vrai, il faudrait peut-être l'évoquer. Je sais pas si quelqu'un
quoi que ce soit. Ouais, il y a plusieurs choses à dire. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que Sarkozy participe à la montée de Mélenchon. Parce que quand il fait des propositions comme la taxe sur les contribuables, ouais, sur les exilés fiscaux, quand il propose de faire la taxe sur les transactions financières, quand il propose tout un truc qui viennent vraiment de l'extrême gauche, eh ben, ils crédibilisent leur discours. Et donc forcément, ça l'aide aussi à le faire monter. Et je trouve ça vraiment dégueulasse, parce qu'il fait ça pour nuire à Hollande, en fait. On se dit, pour être sûr d'être devant au premier tour. C'est ça l'objectif. Et comment il fait ça? Il se comporte de la même manière que Mitterrand le faisait avec le Front National à l'époque, quoi. Où la gauche avait mis en place voilà, ils avaient fait autre chose, ils avaient mis en place une proportionnelle, justement pour faire monter le FN. Et donc ça, c'est vraiment dégueulasse. Sinon, il y a un autre truc, moi, qui m'a gêné aussi avec Mélenchon, c'est la marche à la Bastille, là, en nous faisant croire que 1789 c'était une révolution communiste. C'était quand même pas exactement ça. Et ce qui est navrant, c'est que les gens le suivent là-dedans, quoi. Commentaire très juste, et au départ c'était Gilles qui avait donné cette idée. Aux USA, la révolution est symbolisée par Ron Paul, en France par Mélenchon. Ouais, c'est moi qui disais ça, ouais. J'avais posté ça sur la page. France pour Ron Paul, ouais. C'est triste, mais en même temps, voilà, moi, toutes ces personnes qui soutiennent Mélenchon, etc., dans un sens, je leur en veux pas, parce Le Pen et Mélenchon proposent. Les deux, ils diffèrent seulement sur les questions d'immigration, sur les questions de religion, etc. Mais sur tout le reste, voilà, c'est la même chose. Nationalisons l'économie, l'État tout puissant c'est génial, et la méchante finance, et la méchante spéculation, et la dette de l'État c'est pas de notre faute, c'est la faute des banques. Donc tout ce discours-là, il se tourne vers ce discours-là. C'est le seul discours un peu vraiment qui rentre dans le système, qui remet un peu en cause plus ou moins le statu quo, mais pour en faire encore plus le statu quo, donc c'est assez paradoxal, mais donc ces personnes-là, voilà, je pense qu'elles se rendent compte que ça va pas du tout, mais elles se dirigent vers le seul personnage qui rentre un peu dedans, quoi. Ouais, en fait, il pointe les sujets justes. Le problème, c'est qu'il y apporte pas les bonnes réponses. Il apporte les solutions toujours plus de la même chose qui a échoué, quoi. Toujours plus de la même chose qui a échoué. Il vole les électeurs au FN et les abstentionnistes qui voteront Hollande au second tour. Ouais. Disons qu'il y avait de nombreuses tendances plus ou moins ambiguës lors de la Révolution, libérale mais aussi communiste, qui n'existaient pas en tant que telles avant le 19e siècle. Ouais, il y avait un aspect social quand même, c'est vrai qu'important. Il y avait et puis déjà, c'était une réaction contre l'impôt, contre le roi. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu de tout, hein, faut même pas se mentir. Ouais. Non, mais en tout cas, les acquis, en termes d'acquis, ce qui est clair, c'est qu'en termes d'acquis, la Révolution française, ça a quand même été dans le sens libéral, plutôt que dans le sens étatiste ou ce genre d'idée. Alors que là, clairement, c'est vers plus de... Enfin, dans un sens, il va un peu contre l'histoire, parce que c'est vrai que quand il parle de ça, de la Révolution française, c'est un petit peu étrange, parce que lui, justement, il veut plus de pouvoir pour l'État, plus de pouvoir pour des élus, même s'ils sont élus, parce qu'avant, le roi n'était pas élu, mais ça n'empêche que ça reste quand même un gouvernement, du dirigisme et tout ça. La Révolution, il se battait contre l'arbitraire d'État. Pour le ramener aux politiques, à ce petit groupe de personnes au-dessus qui nous dirigent, c'est enlever le libre choix des gens et le mettre dans les mains d'un petit groupe de personnes qui cumulent toujours plus de pouvoir. Donc c'est vraiment tout l'inverse, quoi. En plus, c'est laissé ambigu, hein, parce que reprenez qui est concerné, on ne sait pas, reprenez qui. Parce que est-ce que c'est les quelques électeurs, ou est-ce que c'est la France entière, ou est-ce que c'est... Parce que ça reste... Ça reste assez vague, et juste hier j'entendais qu'il réagissait au fait qu'il passait devant Marine Le Pen dans les sondages. Il disait qu'il s'en réjouissait parce que c'était la preuve que le message de l'humanisme, de la fraternité était vaincu, enfin le remporter sur celui de la haine. Mais bon,
Enfin, je veux dire, la fraternité, je pense pas qu'il soit très fraternel avec les non, banques, non, avec les riches, avec avec les tous ceux équilibres qui fiscaux, font les de choses comme ça. l'argent. Donc la haine, elle y est quand même. Elle est peut-être même encore plus Bah, présente c'est chez la, lui. ouais, c'est clair. La Quand haine il des critique riches, l'argent, quand il la haine critique de le l'argent, la haine de la système financier. finance, c'est clair. Voilà. Alors là, S'il y a bien un vote, la haine, c'est quand même de ce côté-là. Hollande l'est un peu moins. Bon, même s'il tape pas mal sur la finance et tout ça. Mais bon, je pense que c'est même un peu paradoxal. C'est qu'au final, paradoxal. Il y a Benoît Hamon qui avait fait une interview où il disait exactement ça, donc je vais vous passer le morceau. Mais c'est déjà un programme marqué à gauche. trouvez ? Pensez que le Parti Socialiste défend aujourd'hui la réorientation de la construction européenne, des taxes aux frontières de l'Union Européenne contre le dumping social, le dumping fiscal, le fait aujourd'hui qu'il soit dans cette situation de pouvoir modifier le cours de la construction européenne, c'était pas joué il y a quelques années. Moi je pense que sur l'essentiel aujourd'hui, François Hollande porte le message le plus fort, il veut le retour de la souveraineté populaire. Ce ne sont pas au marché de décider, c'est au peuple français, pour les questions européennes comme pour tout le reste. Voilà. C'est vraiment paradoxal, quoi. C'est parce que le marché, c'est quoi? C'est qui? C'est nous. C'est nous qui faisons nos libres choix. C'est toi et moi et n'importe qui peut offrir des services à ceux qui les apprécient. Et le marché, voilà, c'est nous fondamentalement qui avons le pouvoir, quoi. C'est nous qui chaque jour en consommons. On met nos bulletins de vote dans ceux qu'on apprécie. Chaque jour, on fait nos propres choix en libre âme et conscience. Et les personnes à qui on achète, c'est nous qui décidons. Le marché, c'est le pouvoir, c'est la société civile, justement. Et prendre ce pouvoir de décision, ce pouvoir d'initiative, etc., le prendre au peuple pour le donner à l'État, c'est tout l'inverse. C'est le retirer des mains de la société civile pour le donner à un petit groupe d'hommes qui dirigera toute nos vies. Ah, donc c'est vraiment, le discours de la gauche, c'est vraiment paradoxal, quoi. Même si Mélenchon fait 15% aux élections et que Hollande gagne, est-ce que ça aura une influence aussi grande que ça? On ne surestime pas un peu l'importance du politique. Bah, au niveau des idées, Mélenchon, il cartonne. Franchement, qu'il fasse 15% aux élections, bah, ça sera, à mon avis, représentatif du fait que les idées d'extrême gauche sont toujours plus populaires en France aujourd'hui. Et si Hollande arrive au pouvoir et qu'il voit que Mélenchon a fait 15%, bah ça lui donnera une incitation à aller toujours plus vers l'ultrasocialisme, quoi. Donc ce qu'il y a, c'est qu'au moins chez les communistes, ils ont des principes. C'est-à-dire que certes, ils n'ont pas nos idées, ils pensent pas comme nous, mais au moins ils disent ce qu'ils pensent et ils pensent ce qu'ils disent. Et ça, c'est le problème qu'il y a à droite, c'est qu'aujourd'hui à droite, un mec comme Sarkozy, il va essayer de soudoyer l'opinion en disant ce qu'ils ont envie d'entendre, et donc au final, des idées comme quoi qu'on en dise, s'il fait 15%, ça a un impact, et 15% c'est déjà un gros c'est déjà énorme, hein, des communistes, ça se rend pas bien. Ça aura un impact, je pense, clairement sur la façon de gouverner de Hollande, hein, si jamais en tout cas c'est lui. Ouais, il a de plus en plus après, dit, il aura des ministres communistes, etc. Donc, ouais. Après, je sais pas s'il aura des ministres directement. Ça s'est fait à l'époque de Mitterrand. Ouais, ça se dit de plus en plus. Oui, ça s'est fait en 81, mais après, je sais pas si là ça sera fait. Mais bon, en tout cas, sur les idées, bon, c'est clair qu'en tout cas, il va quand même assez directement. Ouais, il peut être content, hein. Il y a le Darou qui dit quelque chose de très juste. La fraternité de Mélenchon n'est pas envers les générations suivantes qui payeront de la dette. Ouais, tout à fait. Mais moi, j'irais plus loin. Je dirais c'est pas la génération suivante qui a payé la dette. Hein. C'est nous. Hein. C'est nous qui allons souffrir. Moi, j'ai 20 ans. Je sais très bien que je vais passer à la trappe. Hein. Et même au-delà de la question de la dette, la fraternité, elle est où quand on prend arbitrairement aux uns pour donner aux autres, tout en se rémunérant au passage. Enfin, c'est du vol organisé. Et c'est l'inverse de la fraternité, quoi. C'est du vol organisé. Prendre à A pour donner à B en se rémunérant au passage, c'est fondamentalement immoral. C'est absolument pas de la fraternité, quoi. Et Bastien en parlait déjà très bien au XIXe siècle, et on en est encore là aujourd'hui, que la gauche, aujourd'hui, elle paraît comme c'est elle qui a les valeurs morales de solidarité, de fraternité, etc. C'est faux, c'est tout l'inverse. Au contraire, il méprise le sens réel de ces mots-là. La fraternité, c'est pas prendre arbitrairement aux uns pour donner aux autres, distribuer de l'argent gratuit, non mérité,
enlever à ceux qui méritent pour donner à ceux qui ne méritent pas. C'est pas ça la fraternité, fondamentalement, non. Ce qui est intéressant, c'est que Mélenchon augmente proportionnellement à la baisse de Marine Le Pen. On se demande pourquoi. Oui, bah, leurs électorats se recoupent vachement. Enfin, mis à part leurs questions d'immigration et de religion, etc. C'est le même discours anti-finance, anti-libéral. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Benoît qu'a fait discours. Donc, Et si fraternité dans la devise n'était que la résurgence des origines maçonniques, pour qui j'ai beaucoup de respect de notre devise, je saurais pas te dire. Mais non, mais la fraternité dans notre devise, ça fait référence à ça, à cette idée que en donnant aux plus pauvres, en prenant arbitrairement à ceux qui gagnent leur argent de manière méritée, ça sera de la fraternité. Donc c'est ça leur définition de la fraternité, qui est tout sauf de la fraternité, concrètement. Le problème, c'est qu'on ne peut que séduire un électorat de dire on va prendre aux autres et vous donner à vous. Ouais, c'est le clientélisme. Ça, et on en souffre depuis des décennies en France, et c'est ça qui marche. Hein. L'école des choix publics l'explique très bien. Voilà, offrir des cadeaux aux autres, dire c'est eux la cible, c'est à cause d'eux que vous êtes dans la merde, et on va leur prendre, on va leur voler pour vous donner à vous. C'est ce qui marche, c'est ce qui satisfait les. C'est aussi ça qui est intéressant dans le libéralisme, c'est que c'est la seule idéologie qui rejette pas la faute sur les autres, en fait. Parce que je veux dire, l'extrême droite, ils remettent c'est fou ce que j'ai, je sais pas ce que j'ai. Ils mettent la cause sur les étrangers, sur les étrangers. La gauche, eux, l'extrême gauche, ils mettent la faute sur les riches. La gauche sur les patrons, sur les patrons, voilà, c'est ça. Peut ressembler plus ou moins à ça, c'est dans un discours anti-État. Mais bon, voilà, il n'y aurait pas d'État, enfin l'État serait réduit au maximum, on serait contre personne, enfin chacun a son rôle légitime en société, et personne n'est à écraser au bénéfice de l'un, au bénéfice des autres. Donc finalement, la seule solution pour faire gagner les idées libérales n'est-elle pas d'attendre l'effondrement et la faillite inéluctable de l'État-providence? C'est ce que pensent de plus en plus de personnes. Moi je pense que oui, ça viendra forcément, mais moi je suis très surpris et j'ai très confiance, dans un sens, mais confiance en mauvais terme, dans la capacité de l'État à s'auto-entretenir. À mon avis, enfin, il a résisté pendant tant de décennies à dépenser des sommes extravagantes. Je pense qu'il va encore réussir à colmater les brèches dans tous les sens. Il va réussir à tenir encore quelques années. Progressivement, notre niveau de vie va décliner. Il a déjà décliné, il va continuer à décliner. On va continuer à s'enfoncer. Mais une chute brutale, j'en doute de plus en plus. Enfin, peut-être, ça va peut-être arriver, peut-être un truc à la Grèce, ou en quelques mois ça va arriver. Mais je pense de manière plus réaliste que on va s'enfoncer progressivement avec l'inflation qui va grimper, et on s'en rendra même pas compte. Mais et nos politiques continueront à blâmer les riches, à blâmer la spéculation, à blâmer le capitalisme pour leurs propres échecs, et je suis assez pessimiste. Mais par rapport à ça, il y a un exemple historique pas très ancien d'ailleurs. Faut quand même se rappeler au Royaume-Uni, enfin en Angleterre en tout cas, qui peuvent fonctionner, mais par contre fonctionner en France, j'en ai quand même j'ai quand même du mal. Je pense pas qu'à mon avis on va s'enfoncer encore un petit peu. C'est-à-dire qu'en 2017, à mon avis, je sens que ça va être si on n'a pas réussi, c'est parce qu'il n'y avait pas encore suffisamment d'État. Alors, je pense qu'on va encore aller là-dedans un petit peu. On va encore plonger un peu, et puis après, à voir. Mais en tout cas, je pense qu'on va encore plonger pendant quelques années. Au moins à court terme. Ouais, il y a l'exemple du Canada aussi, où dans les début des années 90, où il y avait aussi un énorme problème de dette. Et Jean Chrétien est arrivé au pouvoir et il a réduit